Bienvenue à The Grey Zone. Ici Max Blumenthal. Sur ordre du président Donald Trump, l'armée des États-Unis a enlevé le président vénézuélien Nicolás Maduro et son épouse, Cilia Flores, lors d'un raid violent le 3 janvier, qui a fait au moins 80 morts, dont 32 officiers militaires cubains, sans qu'aucune victime apparente ne soit signalée du côté américain. Comment une telle opération a-t-elle été possible? Et quelle est désormais la voie du Venezuela? Alors que Trump continue de proférer des menaces tout en affirmant détenir le pays, son économie et ses immenses richesses naturelles. Pour comprendre la position du gouvernement vénézuélien et du mouvement chaviste qui le soutient, je me suis entretenu avec Jorge Arreaza. Arreaza est un diplomate chevronné qui a été ministre des Affaires étrangères du Venezuela sous Maduro et un proche de la présidente par intérim du pays, Delcy Rodríguez. Il est également le gendre de l'architecte originel de la révolution bolivarienne du Venezuela, l'ancien président Hugo Chávez. Jorge Arreaza, bienvenue à The Grey Zone. Jorge Arreaza, welcome to The Grey Zone. Thank you. Merci. It's great to see you. C'est un plaisir de vous voir. Comme tout le monde qui nous regarde le sait, il y a eu un vaste raid militaire américain sur Caracas le 3 janvier, impliquant 150 avions, des unités de la Delta Force et une division d'hélicoptères. Cela a conduit à l'enlèvement de votre chef d'État, le président Nicolás Maduro, et de la première dame, Cilia Flores. Je pense que tout le monde veut savoir comment cela a été possible et comment les États-Unis ont réussi à le faire, sans apparemment perdre d'hommes ni de matériel. De votre point de vue, que s'est-il passé là-bas? Merci, Max. Oui, c'était tout un événement. C'est la première fois dans l'histoire républicaine du Venezuela, dans notre histoire en tant que république, que nous avons été attaqués par une puissance étrangère avec un usage aussi massif de la technologie de guerre. Cela avait été préparé depuis des semaines. Nous savons tous que tous ces porte-avions et navires de guerre étaient déployés dans la mer des Caraïbes, près des eaux territoriales vénézuéliennes, depuis des mois. Ils ont utilisé le faux prétexte de la lutte contre les trafiquants de drogue, le narcotrafic et les cartels, tout cela. Je ne peux pas dire le mot parce qu'il n'est pas approprié, mais tous ces mensonges qu'ils ont inventés contre notre pays, contre le président Maduro et son équipe. Nous nous attendions dès le premier instant à une forme d'attaque. Nous préparions notre population, voire à une invasion, avec nos milices et nos forces armées. Mais ce qui s'est passé le 3 janvier, c'est qu'ils ont utilisé la technologie de guerre la plus avancée. Ils ont réussi à réduire au silence, à neutraliser nos radars, notre artillerie antiaérienne, nos défenses aériennes. Nous comprenons qu'il y a eu plus de 100 appareils, des drones aux bombardiers, utilisés dans cette opération. Et les faits sont là. Nous avons peut-être une centaine de morts aujourd'hui. Ce sont nos héros, nos martyrs, et nous sommes profondément attristés par cela. Des civils, pas seulement des militaires, des civils. Les bombes sont également tombées dans des endroits où vivent des gens ordinaires, et elles ont tué de jeunes personnes qui n'avaient rien à voir avec la politique ou le gouvernement. Des militaires aussi, bien sûr, de jeunes membres du personnel qui ne faisaient que leur travail. C'était une opération bien conçue, avec une technologie très avancée. Ce qui s'est réellement passé, c'est qu'ils ont enlevé, détourné, notre président et son épouse, qui est aussi membre de l'Assemblée nationale du Venezuela. Elle est également une dirigeante des femmes vénézuéliennes. Et cette affaire est absolument illégale dans le cadre du droit international. Je suis même certain qu'elle est aussi illégale selon votre propre droit, la Constitution des États-Unis et les lois des États-Unis. C'est absolument inacceptable. C'est barbare. Nous demandons au gouvernement des États-Unis de libérer le président Maduro et son épouse,
de les ramener au Venezuela, car ce que vous avez fait est absolument illégal, pas vous personnellement, mais votre gouvernement. Et en ce qui concerne le maintien de l'ordre international, fondé sur le droit, sur les normes, je pense que cela doit être résolu, car il est un chef d'État. Il bénéficie de l'immunité diplomatique. Et c'est tout simplement inacceptable pour tout être humain qui croit en la paix, qui croit au droit international, qui croit que nous pouvons tous nous comprendre par le dialogue. Voilà ce qui s'est passé, et nous étions encore vraiment sous le choc. Mais autre chose s'est produite, Max. Le gouvernement du Venezuela est le même gouvernement. Delcy Rodríguez est la présidente en ce moment. La Constitution le prévoit. Et le plan que le président Maduro a rédigé de sa propre main est le même plan que le président Chavez a laissé en héritage à sa mort. Il n'y a pas eu de changement de régime. Quelqu'un d'autre occupe la présidence maintenant. Mais il n'y a pas eu de changement de régime. Et Delcy est une femme loyale et courageuse qui fera tout ce qu'elle doit faire pour protéger notre souveraineté et ramener le président Maduro et Cilia Flores au Venezuela. Eh bien, je voudrais vous en demander davantage à ce sujet. Mais d'abord, encore quelques questions sur ce qui s'est passé pendant la nuit traumatisante du 3 janvier. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce qui s'est produit lorsque Nicolás Maduro, votre président, et Cilia Flores ont été enlevés, et pourquoi ils ne se trouvaient pas dans un endroit plus sûr? Je crois qu'ils se trouvaient dans un endroit sûr et que tout le personnel militaire chargé de les protéger a donné sa vie pour les défendre. La plupart sont morts en défendant le président et son épouse. Je pense qu'il s'agissait simplement d'une supériorité écrasante sur le plan technologique. Et c'est ce qui s'est passé. Souvenez-vous, nous avons toujours été préparés à un autre type de guerre. Non pas une guerre conventionnelle, mais quelque chose comme le Vietnam, qui a duré plus de 20 ans, ou l'Afghanistan. C'est différent. Comme l'a dit le président Chavez, nous avons beaucoup de montagnes, de savanes, de jungles et d'îles. Et nous avons des hommes et des femmes courageux qui défendraient ce pays dans un combat au corps à corps. Mais bien sûr, on ne peut pas nier la supériorité des États-Unis en matière d'investissement. Je veux dire, je crois que tout ce que le Venezuela a dépensé pour l'armée au cours des 100 dernières années ne suffit pas à égaler ce que les États-Unis ont dépensé en seulement 2 heures d'opération. Le coût de chaque missile lancé, de chaque vol de bombardier, d'un F-15, d'un F-22, d'hélicoptères, de drones, d'avions. Le porte-avions Gerald Air, Ford et tout le reste, ce sont des milliards de dollars dépensés pour cette opération. Donc, militairement, nous sommes préparés à une guerre non conventionnelle, pas à ce type de guerre conventionnelle. 32 officiers cubains ont été tués lors de l'assaut américain contre le Venezuela. Que pouvez-vous nous dire sur ce que faisaient ces Cubains et dans quel contexte ils ont été tués? Tu sais que depuis le président Chavez, les présidents du Venezuela, Chavez et Maduro, ont toujours compté sur l'aide et le soutien des experts cubains en sécurité. Souviens-toi que Fidel Castro a fait face à plus de 600 tentatives d'assassinat. Ils savent donc vraiment comment protéger un chef d'État. Il y avait environ 100 personnes dans le groupe chargé de protéger le président, et peut-être 30% d'entre elles étaient cubaines. Elles ont également donné leur vie pour la révolution et pour protéger le président Maduro. Étaient-ils au combat? Ont-ils réellement été tués au combat? Oui, tout vient ici.
Que répondez-vous à ceux, notamment à Washington, qui affirment que le succès spectaculaire de ce raid américain prouve que le syndrome de la guerre d'Irak est terminé, puisque la guerre civile et la déstabilisation n'ont pas encore éclaté au Venezuela? La seule raison pour laquelle cela ne s'est pas produit, c'est parce que le chavisme est au pouvoir, parce que la révolution est au pouvoir. Nous disposons de structures de communication très développées avec notre peuple. Nous avons des communes, des conseils communaux. Notre peuple est organisé. Nous communiquons directement avec lui. Il sait ce qui se passe. Il sait ce qui s'est passé cette nuit-là. Il connaît Delcy et son engagement envers le président Maduro, envers la Constitution et envers notre souveraineté. Ainsi, le Venezuela, en ce moment, est en paix. Les magasins ouvrent, les centres commerciaux ont rouvert et dimanche prochain, nous retournerons dans les écoles et les universités. Nous produisons du pétrole, nous produisons du gaz, tout ce dont nous avons besoin, de la nourriture au Venezuela. Mais cela n'est possible que parce qu'il n'y a pas eu de changement de régime, parce que Delcy Rodríguez est la vice-présidente et maintenant la présidente par intérim du Venezuela. Et c'est la seule raison. Sans le chavisme, ce serait le chaos. Sans le chavisme, nous serions dans une situation incontrôlable pendant des décennies. C'est donc quelque chose qu'ils doivent prendre en compte. Et ce n'est pas à cause de la guerre en Irak ou autre chose, c'est parce que ce sont les Vénézuéliens qui gouvernent dans le gouvernement vénézuélien. Sans le chavisme, il y aurait une guerre civile. Oui, une guerre civile, ou quelque chose comme ce qui s'est passé en Libye. Sans le chavisme, il n'y aurait pas de paix au Venezuela. Le mouvement chaviste, qui détient le pouvoir à travers la révolution bolivarienne, est-il uni? Monolithiquement uni. Absolument. Plus que jamais, je dirais. Je crois qu'avec cette attaque, le chavisme s'étend à de nouveaux secteurs, la jeunesse, les plus jeunes, qui commencent tout juste à comprendre de quoi il s'agit dans ce monde. La géopolitique, qui veut dominer, qui veut abuser. Et ils comprennent l'importance d'être indépendants. Ils sont vraiment, indignés par ce que cela signifie. Des bombes qui tombent sur ton pays, sur ton territoire, qui tuent ton peuple. Et ils tendent la main. Ils veulent rejoindre la révolution bolivarienne. Ils veulent être nos amis. Ils veulent faire partie de la révolution. Je peux dire que la popularité du président Maduro et du gouvernement vénézuélien est bien plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'était je ne sais pas, le 31 décembre. C'est donc quelque chose. Nous nous rassemblons. Nous nous unissons encore plus que je ne l'aurais imaginé. J'ai des membres de ma famille qui n'ont jamais soutenu le gouvernement ni la révolution. Et ils m'ont appelé en disant « Jorge, que dois-je faire? Où est mon arme? Comment puis-je défendre mon peuple? Où puis-je aller à une manifestation pour soutenir le président Maduro ?» Même eux disent que le président Maduro leur manque. Ils ne l'aimaient pas auparavant, mais maintenant, il leur manque. Eh bien, lors d'une précédente interview avec The Grey Zone, vous avez décrit comment les services de renseignement américains avaient tenté de vous recruter et comment vous les aviez rejetés. Vous êtes évidemment resté loyal. J'ai rencontré un responsable à Caracas qui m'a raconté que pendant la tentative de recrutement des États-Unis, sa famille vivant sur le territoire américain avait été menacée. Ce qui s'est passé semblait très intimidant. Lui aussi est resté loyal. Mais aujourd'hui, face à ce qui s'est produit lors de ce raid, au cours duquel le chef de l'État, Nicolás Maduro, a été enlevé si rapidement,
De nombreuses théories circulent sur Internet à propos d'une éventuelle trahison de Maduro. Elles commencent à se répandre dans les médias traditionnels, affirmant qu'il aurait été trahi par la direction vénézuélienne, ou que des responsables militaires du pays auraient été recrutés à l'avance par les services de renseignement américains et auraient reçu l'ordre de ne pas intervenir. Je voudrais connaître votre réaction à ces théories, qui gagnent actuellement beaucoup de terrain. Ce n'est évidemment que de la spéculation, mais je vous laisse la parole pour rétablir les faits. Give you the floor to set the record straight. It's psychologic. C'est une campagne d'intrigue psychologique. All speculation. Tout cela n'est que spéculation. No, Je n'en ai aucune idée. Aucun signe de trahison dans aucun secteur de l'État, ni dans aucun secteur du chavisme, ni chez les militaires, ni chez les politiciens. Tout le monde est uni. Je crois que ce que le gouvernement, l'administration des États-Unis a fait, c'est aussi tenter une autre forme de guerre, une guerre psychologique. Et la seule façon dont nous pourrions avoir des problèmes au Venezuela en ce moment, ce serait s'il y avait une division au sein du chavisme. Je ne vois aucune chance que cela se produise. I see no chance for that to happen. I have spoken to all the military, the generals. J'ai parlé à tous les militaires, les généraux de division, et ils sont tous très clairs sur le fait que nous sommes du bon côté de l'histoire, que nous allons défendre notre patrie et notre souveraineté, quoi qu'il arrive. Je pense qu'il est important de faire savoir au monde qu'il y a une unité au Venezuela. Non seulement, j'insiste, au sein du chavisme. Le peuple vénézuélien est aujourd'hui uni et croit que nous avons été attaqués par une puissance étrangère, que cela était absolument illégal, que le président du Venezuela est Nicolás Maduro Moros et qu'il doit revenir. Toutes ces théories du complot, toutes ces soi-disant idées conspirationnistes ne sont que pure spéculation et mensonges. Elles sont totalement déplacées en ce moment. They are out of order, out of place in this moment. You have been on the front lines of Vous avez été en première ligne du mouvement chaviste bien avant d'être ministre des Affaires étrangères et vous connaissez désormais de très près tous les dirigeants importants du Venezuela, mieux que ne les connaît la presse américaine. Les médias américains se concentrent aujourd'hui sur Delcy Rodríguez, que le New York Times, par exemple, présente comme une sorte de modéré, quelqu'un de plus enclin à la négociation que Nicolás Maduro. Donald Trump a déclaré « Elle fera tout ce que nous voulons ». Je ne sais pas exactement ce qu'il voulait dire par là, mais j'aimerais connaître votre point de vue. Comment décririez-vous la vision politique de Delcy Rodríguez? Quelle place occupe-t-elle dans le panthéon de la direction chaviste? Qui est Delcy Rodríguez? I must say she's the most important. Je dois dire que c'est la femme dirigeante la plus importante de la révolution vénézuélienne. Elle est profondément patriote. Vous connaissez l'histoire de son père. Il a été tué par la CIA dans une prison vénézuélienne. C'était un dirigeant de gauche issu de la classe ouvrière dans les années 1970. Elle est donc absolument fidèle à son père, à son histoire, à la révolution vénézuélienne, à l'histoire du Venezuela. Et je crois que c'est l'une des femmes les plus courageuses que j'ai jamais rencontrées. Lorsqu'elle était ministre des Affaires étrangères, elle avait 9 vice-ministres, 9 hommes. 9 deputy ministers, 9 vice ministers, who were men, they were all gentlemen, and 1 woman. Ils étaient tous des hommes et une femme. Quand je suis arrivé à une réunion et que j'ai vu une femme parmi 9 vice-ministres, j'ai dit « Ils ne savent toujours pas qui d'autre nommer, parce qu'elle vaut au moins 10 hommes. » C'est vraiment une femme très courageuse, et je crois qu'elle sera absolument loyale envers le président Chavez, le président Maduro et le peuple vénézuélien. Mais il faut comprendre les circonstances. Notre président et son épouse ont été enlevés. Ils ne sont pas emprisonnés, ils ont été kidnappés illégalement. Ils pourraient être assassinés. Tout peut arriver. Assassinated, no? Anything can happen. The President Trump, with his
Le président Trump, comme il était naturel pour lui de le dire, a déclaré « Nous pourrions lancer une deuxième attaque, et ce serait une attaque majeure. Nous tuerons et nous détruirons le pays. » Voilà nos circonstances. Il y avait un écrivain et philosophe espagnol, Ortega y Gasset, qui disait « L'homme est lui-même et ses circonstances. » Ainsi, Delcy est elle-même et ses circonstances. Et nous comprenons ces circonstances. Le peuple du Venezuela sait à quoi elle est confrontée. Et nous savons qu'elle fera de son mieux pour défendre notre souveraineté et ramener le président Maduro et Cilia Flores. Eh bien, je veux aborder les menaces de Trump dans un instant, mais la présidente intérimaire Delcy Rodríguez, si je peux l'appeler ainsi, a mis en place plusieurs commissions pour ramener Nicolás Maduro et sa première dame enlevée, Cilia Flores, au Venezuela. Il y a eu des manifestations massives réclamant leur retour. Rodríguez a juré de ramener Maduro et Flores. Quel est le plan à ce sujet? Quel est le plan pour ramener Nicolás Maduro et Cilia Flores au Venezuela? Eh bien, c'est l'objectif principal de Delcy, qui est actuellement présidente par intérim. Nous sommes absolument convaincus que toutes ces accusations et l'acte d'inculpation contre le président Maduro et son épouse sont fabriqués de toutes pièces. Il y a une équipe juridique que Delcy et notre gouvernement ont choisie, et nous sommes en contact avec elle. Elle va défendre le président Maduro, même s'il s'agit d'un procès illégal. Elle va le défendre dans le cadre du système juridique des États-Unis. Tout est discuté et convenu avec nous. C'est une question majeure, car s'il existe une quelconque équité dans le système judiciaire américain, le président Maduro devrait être libéré lors de la prochaine audience. Il bénéficie de l'immunité, c'est le chef de l'État. Le soi-disant cartel des fils n'existe pas. Tout cela est faux, ce sont des mensonges. Mais voyons ce qui va se passer. L'objectif principal du gouvernement chaviste en ce moment n'est pas seulement de diriger le pays, comme nous le faisons, mais aussi de ramener le président Maduro et son épouse au Venezuela. Avez-vous, vous ou quelqu'un au sein du gouvernement, eu des contacts avec le président ou la première dame? Et si oui, pouvez-vous nous dire quelque chose sur leur état mental ou leurs conditions physiques, puisqu'il a été rapporté que Cilia Flores avait été blessée et présentait des ecchymoses lors du raid violent qui a conduit à son enlèvement? Je ne suis pas sûr que... Je crois qu'il n'y a pas eu de conversation directe avec eux, mais qu'il y a eu des contacts par l'intermédiaire de l'équipe de défense, par les avocats. Vous avez vu le président Maduro lorsqu'il disait « bonne nuit » et « bonne année ». Même pendant l'audience, il a été très emphatique et il a montré sa force et sa personnalité à ce moment-là. Il est donc en très bonne forme, mentalement et physiquement. Il sait qu'il fait face à une situation injuste, à un procès injuste. Comme il l'a dit, il est un prisonnier de guerre et il va défendre sa cause. Je suis sûr, Max, que tout comme ça s'est passé avec Alex Saab, le président Maduro et son épouse reviendront au Venezuela. Nous les reverrons chez eux dès que possible. Trump a annoncé que Stephen Miller serait l'un des sortes de vice-rois qu'il compte utiliser pour contrôler l'économie du Venezuela ou administrer l'occupation à distance. Trump a également formulé plusieurs exigences publiques, demandant au Venezuela de rompre ses liens avec la Russie, la Chine, Cuba et l'Iran, de les expulser du pays et de permettre aux États-Unis de contrôler l'industrie pétrolière vénézuélienne. Quelle est la réponse du gouvernement vénézuélien à ces exigences manifestement très contraignantes? Oui, je crois que le président Trump a vraiment peur du monde multipolaire qui est né et qui existe déjà. Il est en place. Le président Chavez,
le commandant Chavez et le président Maduro ont été des dirigeants de ce nouveau monde qui a émergé. Et nous aurons toujours de bonnes relations avec ces grandes puissances, avec la Chine et avec la Russie. Mais pour l'instant, nous devons évaluer les circonstances. Notre pétrole a été saisi. Les pétroliers ont été saisis illégalement. C'est totalement barbare. C'est quelque chose que je crois que même mon fils, qui a 7 ans, quand je lui ai expliqué ce qui se passait, quand il a vu qu'une bombe était tombée près de l'endroit où nous étions samedi dernier, et quand je le lui ai expliqué, il a dit « Comment ça peut-il arriver? Comment peuvent-ils kidnapper un président? Comment peuvent-ils lancer des bombes et tuer des gens alors que nous n'avons rien fait contre ce pays ?» Donc, dans cette situation, nous devons évaluer chaque pas que nous faisons et chaque pas que la Révolution et le gouvernement font afin de préserver de bonnes relations avec tous les pays du monde, mais aussi d'entretenir une bonne relation avec les États-Unis, tout en respectant toujours la souveraineté du Venezuela. Vous étiez présent lors de nombreuses négociations avec les États-Unis il y a environ un an. L'émissaire de Trump, Rick Grenell, était à Caracas, je crois, pour négocier directement avec Nicolás Maduro au sujet de la licence de forage de Chevron. Et maintenant, il semble que les négociations se soient effondrées, ou peut-être ont-elles été interrompues par ce rat militaire. Nous avons également vu les États-Unis mettre fin aux négociations avec l'Iran en soutenant la frappe d'Israël contre ce pays. Une attaque totalement non provoquée. Comment cela influence-t-il votre vision et celle du gouvernement vénézuélien des négociations avec les États-Unis? Peut-on négocier avec eux de bonne foi? Je pense que nous avons une chance, non seulement le Venezuela, mais toute l'Amérique latine, de construire une nouvelle forme, un nouveau type de négociation avec les États-Unis. Je crois que nous pouvons nous respecter mutuellement lorsque nous nous asseyons à la table pour discuter de certains sujets, non pas par des méthodes barbares ou par la guerre contre les peuples de nos pays, mais en nous asseyant de manière pragmatique, tout en restant fidèles à nos principes. Chacun de nos pays a ses propres principes, et nous devrions essayer de parvenir à des accords et de les respecter. Ce n'est pas facile de faire confiance aux États-Unis, pas seulement pendant l'administration Trump. Historiquement, c'est difficile, car ils ne respectent jamais leurs engagements. Mais malgré cela, je crois que ces circonstances difficiles nous offrent une occasion d'essayer de civiliser nos relations avec les États-Unis. Et nous avons besoin que nos circonstances nous amènent également à nous asseoir et à essayer de convaincre les États-Unis, comme le président Maduro l'a répété 1 million de fois, que nous souhaitons entretenir de bonnes relations avec eux, que nous aimerions leur vendre davantage de pétrole, bien sûr, en le payant au prix du marché, que nous voudrions que les États-Unis investissent dans le secteur minier, que nous voudrions qu'ils investissent dans l'économie vénézuélienne, mais tout en respectant notre cadre juridique et le droit international. Je crois donc que nous avons une nouvelle chance et nous espérons que les États-Unis le comprendront malgré ce qu'ils ont fait. Je pense que nous avons une opportunité, une fenêtre, pour nous asseoir et conclure des accords que nous pourrons tous deux respecter. Les présidents Chavez et Maduro ont prononcé plusieurs discours visant à expliquer au peuple vénézuélien la signification de la révolution bolivarienne. Je considère le discours de Chavez de 2012, intitulé « Coup de barre », comme l'un de ceux appelant à un renouveau du socialisme. Selon vous, quelle est aujourd'hui la signification de la révolution bolivarienne après l'enlèvement du président Maduro? Pourquoi le Venezuela se bat-il? Eh bien, nous avons un passé historique de confrontation.
notre région a toujours été disputée. Il y a la doctrine Monroe des États-Unis et la doctrine bolivarienne d'Amérique du Sud. Nous pensons que les peuples et les pays d'Amérique latine et des Caraïbes doivent être indépendants, que nous devons nous unir dans un processus d'intégration et que nous pouvons établir un dialogue civilisé avec les autres puissances du monde, y compris les États-Unis. Mais la doctrine Monroe et le nouveau corollaire de Trump récemment ajouté à la doctrine de sécurité américaine part du principe que nous appartenons aux États-Unis. Ils veulent annexer nos économies, nos forces armées, notre système culturel. Mais cela n'arrivera pas. Ce conflit pourrait être éternel. Nous sommes profondément bolivariens. We are very Bolivarians. We believe that we have to be independent. Nous pensons que nous devons être indépendants et nous espérons que les États-Unis comprennent qu'ils doivent établir un nouveau type de relation avec l'Amérique latine et les Caraïbes. Nous pouvons partager, selon les conditions fixées par l'économie mondiale et le système commercial, nos richesses et nos ressources naturelles, mais pas en imposant des gouvernements, en annexant des pays, en bombardant des pays ou en contrôlant des pays. Ce n'est pas la bonne voie. Cela n'arrivera pas. Ce n'est pas la bonne manière de faire les choses. Nous sommes dans cette confrontation depuis 200 ans maintenant. Elle durera probablement encore quelques décennies, mais à un moment donné, elle sera résolue. Et je suis sûr que Bolivar l'emportera et que Monroe ne gagnera pas cette bataille. Donald Trump has threatened, as you said, Donald Trump a menacé, comme vous l'avez dit, d'attaquer à nouveau si le gouvernement du Venezuela ne répond pas à ses exigences. Que peuvent faire l'armée et le peuple vénézuélien pour dissuader cette éventualité? Et quel est le plan stratégique de votre point de vue? What is the strategic plan from your point of view? First of all, the most important. Tout d'abord, la conséquence la plus importante de cette attaque est que le Venezuela est en paix. Tout est calme. Et c'est un défi pour nous. Maintenir non seulement le contrôle, mais aussi la paix, l'économie, la production, les classes laborieuses, les universités, les emplois, tout en fonctionnement normal. C'est cela que nous essayons de préserver. La réaction du peuple vénézuélien a montré un très haut niveau de conscience de ce qui se passe en ce moment. Ensuite, nous devons faire comprendre clairement, d'abord à notre peuple, puis au monde, que nous sommes aux commandes, que nous dirigeons le pays. Nous avons un gouvernement qui a été élu. Le président n'est pas ici pour le moment. Il reviendra. Pour l'instant, nous sommes avec la présidente par intérim Delcy Rodriguez. Nous poursuivons nos plans, notre idéologie et la défense de la souveraineté vénézuélienne. C'est le deuxième défi. Et l'autre défi, c'est que nous devons faire revenir le président Maduro, car c'est lui le président. Nous ferons de notre mieux pour relever chacun de ces défis et atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Jorge Arreaza, merci beaucoup de nous rejoindre sur The Grey Zone. Merci Max. J'espère que nous pourrons avoir une autre interview bientôt et que les choses iront mieux, non seulement au Venezuela, mais dans le monde entier, et que la prétention hégémonique des États-Unis s'arrête, fasse une pause et comprenne qu'un nouveau monde a émergé et qu'il faut respecter le monde et les peuples lorsqu'ils opèrent un tel changement révolutionnaire dans le système international. Absolument. Nous vous reverrons bientôt ici. Merci encore. Merci beaucoup.